Donc comme je vous le disais, si je mets dans les piliers, je viendrai appuyer. J'ai que 20 diapos et on va essayer de faire une minute par diapo. Et puis si vous m'interrompez, et c'est tant mieux, on arrivera à la demi-heure prévue. Donc c'est nickel. Moi, au CAUE VAR, comme le disait Wilfried, notre directeur tout à l'heure, on se positionne vraiment en conseil aux collectivités, municipalités, intercommunalités, et on a vraiment, depuis de nombreuses années et de plus en plus, vocation à se positionner comme un acteur du paysage, de la nature en ville, de l'aménagement, mais aussi de la sensibilisation. On a vu que ces questions sont toutes étroitement liées, du développement durable. Et donc j'ai vu que on a fait une publication il y a de nombreuses années sur l'arbre dans le Var. Donc c'est un peu dans le prolongement, j'ai beaucoup apprécié, c'est un outil dont on se sert aussi, les palettes végétales de l'arbre. Donc là c'est la région PACA. C'était des préconisations végétales sur quelles plantes installer en milieu urbain, villageois, périurbain, à l'échelle de la région. Nous on a fait ce travail-là il y a plusieurs années à l'échelle du Var. C'est important de zoomer à certains moments, parce que, évidemment, comme le disait Edouard, les conditions de sol, de climatique, d'eau sont particulières à chaque lieu. Donc c'est jamais évident de faire une charte, parce qu'il faut que ce soit très ouvert et précis à la fois. Et donc cet outil-là, l'arbre dans le Var, aujourd'hui on a l'ambition de faire une version 2, de le rééditer, parce qu'on a vu que bon, là, il est victime de son succès. Vous avez les derniers exemplaires entre vos mains, donc profitez-en. Ce qu'on aimerait faire dans l'année 2020, c'est le rééditer en le mettant à jour et surtout en y ajoutant cette dimension, sortir de l'arbre, de la figure de l'arbre de première grandeur comme seule expression de la nature en ville. Aujourd'hui, un arbre, on le plante avec à son pied quelques arbustes, un cortège d'arbustes qui vont couvrir son pied, qui vont parfois remplacer une grille d'arbres pour occuper son pied. On va aussi planter des vivaces pour occuper le sol. Et donc c'est des petites poches de micro-écosystèmes qu'on réinstalle en ville, dans les villages. Et donc voilà. Donc ça c'est un projet qu'on va mener. On est ouvert à tous les apports, retours d'expérience. C'est des publications qui sont destinées à vous, aux porteurs de projets, mais qui surtout ont vocation à être alimentées aussi par des expériences concrètes du territoire. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer là. Donc c'est pas des expériences que du territoire varois, j'ai volontairement cherché ailleurs, mais c'est un peu une illustration. C'est dans le désordre et c'est assumé. Voilà. On parlait du Grand Lyon tout à l'heure. Le paysagiste, le paysagiste concepteur, il intervient à plusieurs échelles. Il peut intervenir à l'échelle de la requalification d'une place, d'une placette, d'une promenade. Il peut aussi intervenir à l'échelle de territoires urbains. Donc ça, c'était l'atelier Coloco, à Paris et à Montpellier, qui ont travaillé sur en fait, c'était une commande du Grand Lyon, mais on voit que c'est extrêmement centré sur Lyon. Cette carte, c'est une carte écologique, poétique, qui montrait comment la nature existait déjà à l'état de réseau, sur les berges de la Saône, sur les berges du Rhône, dans les parcs, les coteaux, etc. Et ensuite, donc c'est une dimension vraiment éco-paysagère à l'échelle du territoire, et ensuite ça se déclinait, puisque c'est une charte qui mène jusqu'en 2025. C'est un véritable, comment ils ont appelé ça, un plan de végétalisation de la ville de Lyon, mais avec une entrée volontairement paysage extrêmement ouverte. Et ça se décline à l'échelle de la rue, du trottoir. Ce projet, je le trouve intéressant parce qu'il montre qu'il n'y a pas que la maîtrise d'œuvre publique, il n'y a pas que le projet d'aménagement, il y a aussi une réflexion beaucoup plus globale à avoir. Et le paysagiste, avec l'architecte, avec l'urbaniste, il traverse les échelles pour arriver jusque-là. L'intelligence de ce projet-là, c'est aussi d'avoir des documents extrêmement graphiques. Donc on est là pour partager des outils aussi, on le verra tout à l'heure avec des petits jeux, etc. Mais voilà, la pertinence graphique se fait beaucoup dans la transmission d'un document, qui est un document qui a une vraie valeur technique. Les paysagistes, atelier Coloco plus Gilles Clément. Donc il y a une vraie expertise paysagère, écologique, mais avec une vraie volonté de communiquer et d'ouvrir la démarche à tout le monde en fait. Experts du territoire comme habitants. Ça c'est une deuxième étude qu'ils ont menée. Je vais peut-être passer très rapidement, c'est un plan de paysage. Alors on a un plan de paysage en cours sur le territoire du Var, sur la collectivité Golfe de Saint-Tropez. Mais là pareil, on est sur en fait une charte musclée de paysage, avec une appréhension du territoire extrêmement grande. Ici on pourrait se dire que c'est décalé, parce que ça ne parle pas forcément de nature en ville, c'est le plan de paysage du massif du Canigou. En fait on a tout un chapelet de petites villes
qui sont postés sur le TEC et la tête, donc les deux fleuves côtiers qui encadrent ce massif identitaire. Et donc tout ça, on est sur un détail des unités paysagères pour savoir à la toute petite échelle, à l'échelle du square, à l'échelle de la promenade au bord de la rivière, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les matériaux qu'on peut employer, quels sont les matériaux locaux, quels sont les végétaux locaux, quels sont les savoir-faire aussi. Ça c'était la même équipe. Ça c'est un autre outil chart, je vais passer rapidement parce que c'est trop nature. On était sur les gorges de l'Hérault, c'est un peu la même démarche que dans les gorges du Canigou, sur le massif du Canigou. Là on est en Italie. Bellinzone, on est sur un projet de renaturation d'un cours d'eau. Donc là, le projet est lancé, c'est un peu le même type de commande que le syndicat mixte de l'Uvonne, le parc qu'Edouard nous a montré. Donc on est sur une commande de la collectivité, du syndicat du fleuve, comment dire, oui c'est ça, le syndicat du fleuve en français, avec une commande extrêmement ingénierie hydraulique. La vocation, c'est vraiment redonner de l'espace de crue à la rivière, parce que là, sur cette carte, donc là, on retrouve la pertinence graphique du travail du paysagiste, de représenter, ça c'est dessiné sur 1 à 0, donc 1 mètre par 1 mètre au crayon de couleur. Tout le monde se projette dans cette carte, ça permet de décaler le regard et pour donner envie et créer le désir de projet. Donc la rivière, elle est là. Avant tout ça, c'était la plaine inondable. On voit que les villages se tiennent bien à l'écart, un peu comme au Lioul. Et puis la plaine agricole, en fait, on a retranché la rivière au milieu de 2 digues. Aujourd'hui, le projet, c'est réouvrir cette rivière-là. Donc, le mandataire de cette étude, c'est un cabinet d'ingénieurs hydrauliques. Et la paysagiste qui accompagne, c'est Officina del Paesaggio, qui est en Suisse italienne. Et donc tout le travail, en fait, c'est à la fois d'accompagner l'équipe de bureau d'études sur le volet végétalisation. Je vais voir si ça va. Ça va ? Ça va. Végétalisation, usage, mais aussi, en se servant d'un outil très simple, la maquette, c'est de la pâte à modeler en fait. D'ouvrir le projet aux habitants et aux riverains du fleuve. Et on voit qu'en fait on est toujours sur cette ligne-là, c'est-à-dire qu'il y a le côté technicien de la nature, de la nature en ville, et puis il y a le côté sensibilisation, ouverture de la démarche. Eric, tu me complètes si j'oublie des choses. Donc tous ces projets-là, l'idée c'est que dans le compte rendu, on vous mette les équipes, les territoires. Je pense que c'est intéressant de balayer comme ça des références. Donc là on zoome énormément. On est à 7, on est sur un aménagement d'un belvédère. C'est pas le sommet du Mont-Saint-Clair, mais quasiment. Il y a une chapelle qui s'est pas mise là par hasard. Le lieu est assez monumental en soi. N'hésitez pas à... Je ne sais pas s'il y a des réponses ou si je dis des bêtises ou des choses à compléter. Ce qui est intéressant dans cet endroit-là, en fait, c'est qu'on a d'un côté un aménagement extrêmement maîtrisé, avec un matériau écologique, le bois, mais je n'ai pas réussi à savoir quel bois c'était, donc on ne sait pas. Mais en fait, moi, mon regard s'est plutôt porté sur le parking, parce qu'en fait, le parking, c'est des énormes dalles calcaires qu'il a fallu amener, et elles sont simplement posées sur le sol, sur une fondation, donc une grave compactée, et entre, c'est un mélange terre-pierre, c'est du sable compacté. Donc en fait, on a un aménagement qui est extrêmement minéral, pas du tout végétalisé, c'est un parking, et en fait, on est sur un aménagement qui est perméable, donc l'eau ruisselle et s'infiltre, qui va se végétaliser petit à petit quand les graines, quand les oiseaux vont amener les petites graines, et puis évidemment dans les endroits qui sont les moins piétinés par les roues des voitures et par les piétons. Donc ça, je vous montrer que jusqu'à la question du détail technique, c'est extrêmement important de tenir comme ça cette préoccupation de laisser la place aux dynamiques naturelles, laisser l'eau s'infiltrer dans les sols, laisser, après je vais vous montrer d'autres exemples qui sont plus adaptés sur le potentiel de végétalisation spontanée. Voilà, donc un super endroit à visiter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cet endroit. Voilà, je ne me rappelle plus la maîtrise d'ouvrage, c'est la société d'aménagement, je crois, mais c'est vraiment extrêmement maîtrisé, hein, on est dans quelque chose de très spécifique. Ça a été récupéré sur là, apparemment, c'est déconné qu'on va les utiliser. Alors en fait, c'est juste que j'ai zoomé
et qu'il n'y avait pas la même C'était- lumière. D'accord. Ouais. Mais en fait, cette grave là, Oui, oui, d'origine. c'est. Ça n'a pas été récupéré. Non, ça n'a pas été récupéré. Et je ne sais pas, je n'ai pas réussi à contacter les paysagistes, concepteurs qui ont été les maîtres d'œuvre de cette opération, mais je ne sais pas d'où viennent les pierres. Voilà. Mais le mont calcaire, le mont Saint-Clair, c'est une émergence calcaire entre l'étang de Thau et la mer Méditerranée. On est dans la même cohérence géologique, je veux dire. Ça, c'est un travail qui fait écho au sentier métropolitain dont on vient de nous faire la présentation. C'est une commande du parc national des Calanques. Et là, la nature en ville, en fait, c'est pas la nature en ville, c'est la nature à côté de la ville. C'est l'enjeu du parc national des Calanques, c'est comment préserver un espace avec des dynamiques naturelles, mais pas un espace naturel qui est un espace anciennement industriel, anciennement pâturé, cultivé, qui aujourd'hui est considéré comme un espace naturel et des paysages naturels, un monument de nature à la frontière de la ville. Et la question, c'est comment révéler cette nature-là, faire prendre conscience au public, ici c'est un public scolaire essentiellement, de cette importance, de cette proximité-là. Là on est au bout, on est à une demi-heure du centre-ville de Marseille en bus, le terminus il est à Callelongue, et on a le départ de ces sentiers, qui sont des petits bouts de sentiers de découverte, animés avec un sac à dos paysage, avec des ateliers, jeux qui se déplient au fur et à mesure du sentier. Il y en a qui parlent de la dynamique de la forêt méditerranéenne, il y en a qui parlent du passé industriel, il y en a qui parlent des oiseaux migrateurs. C'est un outil de médiation. Il y a zéro aménagement. Donc on est vraiment sur... Il n'y a même pas de balisage. Autant sur le sentier métropolitain de la métropole qui va voir le jour, le seul investissement matériel, c'est, comme nous disait le bureau des guides qui l'installe, c'est un pot de peinture jaune, un pot de peinture rouge. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est quasiment d'immatériel, sur de l'animation. Et c'est un pari en fait fait par le parc et par le CPIE Côte Provençale, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui anime au jour le jour cet outil pédagogique pour faire émerger cette conscience de la nature et la rareté de ça. Là on rebascule sur... c'est toujours à 7. J'étais à 7, comme vous pouvez le constater. Je suis passé en tout cas. C'est l'arrière du musée, Paul Valéry. Je n'ai pas réussi à contacter le paysagiste, pareil, mais on voit qu'en fait, sur un aménagement hyper touristique, on a seulement 2 tiers imperméabilisés et un écoulement de l'eau au milieu. Là, on change, on est à Barcelone. Cette question de l'arbre en ville, elle se pose à la fois sur comment inviter la végétation dans nos centres-villes, dans nos centres de village, comment installer de la végétation là où il n'y en a pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cet appel à projet sur la désimperméabilisation des sols par l'agence de l'eau, il est extrêmement important pour se rendre compte de la capacité de stérilisation d'un enrobé. Pour retrouver un sol vivant, identique à l'état qu'il y avait avant, il faut 100 ans. Donc c'est-à-dire que si sur un parking béton, sur un parking enrobé, si on casse le béton, si on met de l'engrais, si on cultive, si on met des engrais verts, malgré si on arrose, c'est les agriculteurs qui nous le disent, il faut 100 ans pour retrouver un sol en bonne santé. Donc c'est là qu'on se rend compte de l'acte extrêmement fort d'enrober, de bétonner, et surtout du retour en arrière qui est possible. C'est toujours possible de retrouver de la perméabilité en ville, c'est comme dans cet appel à projet, mais ça demande un effort, donc d'où l'intérêt d'avoir, comme disait Edouard, cette réflexion stratégique en amont sur la pleine terre et la préservation de la pleine terre. Là, on est sur, pareil, c'est un super détail enfin, c'est hyper zoomé, c'est un peu sec, je vous l'accorde. En fait, c'est des cocos de bois. Donc c'est la ville de Barcelone, donc, qui sont extrêmement doués en aménagement, comme on le sait, installer des bancs, installer des petites chaises, sceller dans le sol partout, installer de la végétation. Bon, on voit qu'en fait, ici c'est une promenade en hauteur, dont les murs sont entièrement couverts de vignes vierges. Enfin, c'est une ville plantée et extrêmement dense, extrêmement densément habitée. Mais ça, je voulais vous montrer parce qu'en fait, ça aborde la question de la gestion. Aujourd'hui, on a tendance à raisonner
comme des architectes. C'est-à-dire que mètre carré, coût, égale ratio mètre carré. Un aménagement paysager, un aménagement d'espace naturel, il y a ça au début, c'est-à-dire 1 mètre carré d'enrobé, ça coûte 40 €, 1 mètre carré de stabilisé, ça coûte 60 €, etc. hors taxe, etc., etc. Et après, il y a la gestion derrière. Et donc, jardiner la ville, jardiner les territoires, c'est prendre en compte cette contrainte et cette opportunité en fait financière. Donc ici, plutôt que de mettre, plutôt que de déjà bétonner le bord des arbres, ils ont décidé de laisser la terre à nu et de la pailler avec du bois broyé. Donc en fait, on imagine qu'ici il y a une gestion manuelle avec un arrachage régulier des mauvaises herbes. Donc ça c'est un coût homme. Mais à l'inverse, oui. C'est un peu ça le problème. C'est ça. C'est qu'à chaque fois on se heurte à ça. Les maîtres d'ouvrage en face disent non, c'est pas possible parce que ça va nous coûter pendant des années. Alors que si on fait un bel enrobé, exactement. bien exactement, c'est ça. Et ici, en fait, l'avantage de cette solution, la solution de base, c'est la terre battue, quoi. Et sinon, ici, l'avantage, c'est que ça permet d'économiser en eau, puisqu'on protège, on garde l'humidité du sol. Et en fait, le fait d'avoir cette couche, j'ai vérifié, elle est assez épaisse, donc c'est-à-dire que c'est rechargé chaque année, donc pareil, un coût de gestion. Mais le coût de l'aménagement au début, il est quasiment nul, puisqu'on livre juste du bois broyé. Par contre, c'est rechargé régulièrement, et donc on a une épaisseur suffisante qui permet de bloquer légèrement la pousse des mauvaises herbes. Mais évidemment que là, quand on voit ça, c'est ce travail-là qu'il faut faire, c'est qu'on imagine la gestion qu'il y a derrière. Sur ce diapo, ouais. Excusez-moi. Oui. Sur cette diapo, c'est intéressant de remarquer que le coco est un ras du sol. Oui. Et j'ai visité un certain nombre de villes iraniennes il y a quelques temps où je remarquais que les arbres d'alimentation en ville sont systématiquement plantés avec le collet à 40 cm au fond d'une noue. Ouais. Et la noue donc, ajoute un rôle à ces plantations-là, c'est qu'elle concentre l'eau de ruissellement, elle joue un très grand rôle pour valoriser des pluies qui sont très rares en Iran. Et en même temps, pour nous, ça pourrait nous permettre de gérer l'eau. On voit le paradoxe de ce calculation. C'est même pire qu'un ras du sol, c'est-à-dire que c'est comme des rails de chemin de fer à la barcelonaise, un ingénieur paysagiste extrêmement design. C'est une belle bordure en métal avec les massifs qui sont carrément surélevés par rapport au niveau du sol. Donc c'est très beau, on n'a pas envie d'y marcher. Par contre, on voit que la récupération de l'eau, elle se fait dans le pluvial, alors que si on avait baissé, comme vous dites, de 20 cm, 30 cm, on balançait les eaux directement là-dedans. Carrément. Oui, j'ai une remarque. Ce type d'aménagement, ça s'appelle une fosse filante. Et la première qualité que a ce type d'aménagement, Marie-Caroline Vallon, un point en complément de ce qu'a dit Sébastien sur le projet de nature principale, mais c'est notamment aussi que les arbres communiquent beaucoup par le système racinaire, ça rejoint à l'intervention qu'on a eu au début, et que ça permet en fin de compte un renforcement, puisqu'il y a un véritable échange avec le sol. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas des arbres qui sont emprisonnés dans des postes de plantation qui peuvent être intéressants, mais qui sont finalement mis en lien, et ce qui permet en fin de compte d'avoir aussi des arbres qui se parlent. Je ne sais pas si certains ont lu La vie secrète des arbres, mais il se passe énormément de choses sur le système racinaire, sur les espèces. Et c'est notamment l'intérêt aussi de ces postes-là, c'est qu'elles permettent en fin de compte un renforcement de l'arbre. Complètement. Aujourd'hui, on est dans des débats sur quel est le nombre idéal de mètres cubes de terre pour un arbre. Alors, nous, maîtres d'œuvre, paysagistes, au quotidien, on se bat pour en avoir le plus possible. Et évidemment, c'est toujours des volumes en plus à creuser. Alors, et puis il y a les réseaux, et puis il y a ça. Mais c'est exactement ce dont parlait Edouard et ce que vous venez de dire. Un projet de végétalisation, un projet de nature, c'est d'abord un projet de sol vivant en ville. Et ça, c'est un super exemple de mise en réseau. On aurait très bien pu envisager, ça aurait été un mauvais exemple, d'avoir une grille d'arbres autour de chaque arbre et des pavés de partout. Donc ici, on est déjà sur une amélioration. Il y avait une autre remarque, je crois. Oui, je voulais dire que c'est la grille qu'on voit là, c'est pas forcément aujourd'hui relié au filial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des drains qui peuvent être aussi dans les fosses d'arbres. Donc bon, là, je sais pas sur Barcelone, mais c'est pas parce qu'on voit une grille qu'on peut se dire que l'eau partout. Oui, bien sûr. Voilà. Carrément. Mais c'est vrai que du coup, si on pourrait se dire que le fait de rabaisser épargne carrément tu le tries, quoi.
Au niveau des usages, pour jouer Ouais. l'avocat du diable et le maître d'ouvrage, et on est là pour juger ces références ensemble. la question sera, et vous faites comment avec les gens qui ont des chiens? Ah oui. Moi, c'est tout bête, hein, mais si... Hein? Tout aménagement, c'est ça. Oui, c'est ça, tout aménagement, mais là enfin, il y a tout un système derrière, de façon à ce que ça puisse être sympathique et pas devenir un bazar. Tout à fait, c'est ça, il faut trouver le juste milieu entre la vitrine extrêmement propre et l'endroit sans règles, qui vit tout seul et qui peut paraître mal entretenu. Oui. À la Vallée du Vin, on a quelque chose de similaire, comme ça. On met les mêmes ingrédients, on va dire, les mêmes matériaux. Le problème, c'est une déjection canine, donc ça demande énormément de travail. C'est pas pour ça qu'on le supprime. Malgré le panneau, déjection canine donc interdite, amende de 35 €. On a vu qu'à Barcelone, parce que vous connaissez un peu Barcelone, l'amende elle est de 200 €. Et c'est vrai que ça suffit. Là, la personne réfléchit. 35 €, on réfléchit, allez, on s'en fout. À Barcelone, c'est 200 €. Et voilà, c'est juste cet épisode que je vais vous dire. C'est pour ça qu'il concerne. Sur le dernier, sur les coopératives qu'on a créé à Barcelone, on a créé un espace canin. 400 ou 500 €. Et on n'a pas d'amende, mais les gens vont dans l'espace canin. Ça marche très bien. Incitatif, plus que répressif. Là, c'est pas comme pour ça. Non, l'espace canin, il faut que ça soit vraiment un gros espace. Voilà. Parce que les petits espaces, ça marche pas. Et en ville, les gros espaces, c'est difficile à trouver. Côté canin. Avec des buissons. Oui, là on est sur 300-400 mètres carrés. C'est presque la moitié du champ. Là, on est sur une autre gestion du sol. On est donc ça, c'est un cœur de massif. Je crois que j'étais toujours à Barcelone. Oui, j'étais toujours à Barcelone. Donc là, c'est un espace où on ne marche pas. Et en fait, comme couvre-sol, donc on n'est pas du tout dans ce schéma avec la strate arborée, les arbustes et des vivaces. Là, la solution, c'est une solution extrêmement simple, monospécifique. C'est une strate arborée plutôt diversifiée. Et au sol, une seule espèce, Hedera helix, le lierre. Et donc là, évidemment, on bloque complètement la lumière qui arrive au sol. On a une capacité de rétention d'eau plutôt intéressante. C'est super intéressant au niveau thermique, puisque le soleil n'arrive pas, etc. Mais on peut se poser la question, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut se poser la question de la richesse en biodiversité de cette strate-là. Mais, par contre, moi je pense que c'est plus facile à gérer ça que l'espace très soigné en bois broyé. Je ne sais pas s'il y a des retours dans la salle, mais moi, à l'usage, c'est vrai que c'est pas quelque chose, une alternative intéressante de couvre-sol, qu'on retrouve dans la palette d'ailleurs de l'ARP à l'échelle de l'ARP. Je l'ai fait, ça je l'ai fait. Ouais. Chez moi. Ah, voilà. C'est très facile à faire, mais j'avais un chêne qui poussait au milieu, et je me suis demandé si le lien n'était pas en train de tuer le chêne. Oui. En absorbant tous les oligo-éléments, le chêne n'avait plus rien. J'ai supprimé le lien et le chêne va beaucoup mieux. Pourtant, il ne grimpait pas beaucoup autour. Hein. Ouais. Je pense qu'il mangeait tout. Il buvait peut-être beaucoup. Ça pareil, c'est hyper design, c'est comment avec un aménagement extrêmement cher, on fait quelque chose d'extrêmement précieux pour laisser passer l'eau. Et là, typiquement, moi je voulais montrer parce que ça pose la question du coût d'installation et du soin qu'on veut amener à certains espaces. C'est-à-dire que Barcelone, ils sont depuis des dizaines d'années dans une politique d'aménagement de l'espace public extrêmement soignée, avec une diversité d'agences de paysage, des maîtrises d'ouvrage extrêmement puissantes, beaucoup de moyens. Et donc on arrive à ce genre d'aménagement qui sont vertueux et qui posent la question du coût d'installation. Donc c'est bien d'avoir cette référence-là. J'ai mis volontairement ça parce que c'est... on parlait tout à l'heure on n'est pas du tout dans la réinvention,
solutions techniques nouvelles, on est dans la redécouverte. Et parfois, en allant voir ailleurs, le vernaculaire de là-bas devient l'idée originale d'ici. Là, on est sur simplement une calade en galet de l'accro, je crois, joint sable, donc un aménagement perméable, matériaux locaux. Évidemment, il faut des ouvriers qualifiés en grand nombre pour installer ça. L'avantage, c'est que 30 ans, 40 ans après, si on veut changer cet aménagement pour une quelconque raison, faire passer un réseau, en casse, on récupère les galets, c'est du galet et du sable, il n'y a rien qui est figé. Et c'est une répartition différente des coûts, en fait. On parle beaucoup d'argent, mais je pense que c'est important. Non. Ça, c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est à Bastia. Il n'y a pas de plan. Ah oui, alors je ne vous parle pas d'Olivier en nuage là-haut. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, en fait, c'est un projet de promenade piétonne qui s'appelle Mantinum Aldilonda à Bastia. C'est deux architectes du patrimoine, Antoine Dufour, qui sont à Paris, et Guzzo Spinelli, qui sont à Bastia, je crois. Et en fait, c'était pour parler, pour évoquer la question du matériau. En fait, c'est un béton, c'est même pas un béton de site, c'est un béton de terre. Et donc ça fait des mois qu'ils sont en train de faire ça, ils ont du courage. En fait, ils empilent couche par couche, donc chaque couche fait 20 cm, chaque couche est tassée à la main. Ils ont mis plusieurs mois à faire le bon mélange. Et en fait, c'est que de la terre du site. Donc là, plutôt que faire venir... Donc là, c'est une économie de projet à l'échelle vraiment du matériau minéral. Donc, au lieu de faire venir... Évidemment, on fait venir du ciment, mais au lieu de faire venir de la grave, au lieu de faire venir des graviers, on se sert de la terre extraite du site, concassée, criblée. Donc il faut faire venir une cribleuse. Ça ajoute un coût. En fait, le coût de recyclage sur le site compense l'économie du transport de matériaux. Et donc, on est sur, évidemment, un matériau extrêmement minéral, mais qui s'intègre parfaitement avec la roche, puisque en fait, c'est la même teinte, c'est la même roche, mais assemblée différemment. Et on est sur un matériau qui respire, qui va absorber légèrement l'eau, qui va se faire coloniser par des mousses en bas. Et donc on est sur un aménagement, là c'est pas une maison, hein, c'est un aménagement extérieur, c'est pour ça que je vous montre. Voilà, c'était pour un peu sortir de la nature en ville et l'âge du verre. C'est aussi une pensée plus globale qui au jour le jour, dans les gestions des mairies, se voit, quoi. Là, comment est-ce qu'on gère un stabilisé, comment est-ce qu'on gère un mur de soutènement, comment est-ce qu'on plante par-dessus. Je n'ai pas bien compris ce que c'était, cette façade. Alors en fait, ils sont en train d'installer un ascenseur extérieur. Donc c'est l'installation, c'est la cage d'ascenseur extérieure en fait. Et donc il y a des coffrages comme ça. Ça c'est les phases de test, il y a des coffrages comme ça. Ils font leur mélange et avec les outils, je ne sais pas comment ça s'appelle, ils tassent couche par couche. Donc c'est un mur qui à l'arrivée va faire je crois plus de 15 mètres, qui est monté 20 cm par 20 cm. Donc vous imaginez le coût aussi de l'installation et de la durée de l'installation sur le chantier. Mais voilà. Parce que ça, c'est des choses qui reviennent énormément sur le pisé, la terre crue en architecture, mais aussi dans les aménagements extérieurs. Là, on est sur un béton. Ça, c'est à Grenoble. Pareil, c'est du béton. Mais en fait, c'est l'atelier Vie et Paysage. On fait ça à Grenoble, sur le cours Jean Jaurès. Et en fait, ils ont recyclé les bordures béton, ils les ont stockées, et ensuite ils les ont réinstallées dans de nouvel aménagement. Donc quand on sait le nombre de litres d'eau et l'énergie que demande un mètre cube de béton coulé et neuf, on se pose la question de ces installations-là, parce que l'aménagement paysager, c'est des matériaux minéraux, des sols fertiles et de la végétation. C'est vraiment ces trois proportions-là. Là, c'est un autre exemple extrêmement design. C'est Philadelphie. Donc là, c'était vraiment un truc expérimental. C'est Dirt Studio qui a fait ça, où en fait, il y avait un bâtiment industriel qui avait été détruit. Ils ont posé les dalles, un peu le parking à 7 en fait. Ils ont posé les dalles sur le sol. Ils ont installé un sol autour, en fait, en dessous et autour. Et puis quelques années après, c'est devenu ça. Voilà. Donc zéro export en fait.
on invite, on garde les mêmes matériaux inertes et on les intègre dans un projet fertile. Ça pose la question de la réutilisation des déchets du bâtiment. Aujourd'hui en France, 70% des déchets, c'est le bâtiment. Et donc si on arrive, si on arrive à réutiliser ces matériaux-là comme une ressource, en fond de forme pour les routes, en matériaux drainants pour des stationnements, en soutènement, etc., c'est, je pense, une économie vertueuse à faire. Ça, c'est devant une boutique à Lugano, en Suisse, donc c'est dans la commune où il y avait Officina del Peisaggio, la paysagiste qui a renaturé le fleuve. C'est comment est-ce qu'on retrouve un sol en découpant de l'enrobé. Donc là, la recette, donc chacun a sa recette. Ça donne des choses extrêmement manifestes. C'est un peu de la com, mais ça fonctionne. Et ça, sur l'agence Wagon Landscaping, notamment, fait beaucoup ça, de lacérer en fait des parkings. On arrive à la visqueuse, brise-roche hydraulique sur une manivelle, on passe l'enrobé, ensuite on vient décompacter la grave, on met la grave de côté, et ensuite on mélange cette grave avec un tiers de terreau, un tiers de terre végétale, on remet dans la fosse, et ça donne des sols extrêmement drainants, mais fertiles, avec une palette végétale adaptée, bien sûr. Enfin, pour revenir à Wagon Landscaping, ils travaillent aussi beaucoup sur la remédiation, comment ça s'appelle, pour transformer en fait le sol avec des végétaux. Parce qu'en fait, c'est tout un processus en plus que ça. C'est-à-dire qu'on vous retrouve avec des tonnes d'enrobés, il y a tout le problème, qu'est-ce qu'on fait de l'enrobé, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a de l'amiante, et donc en fait, le travail de Wagon Landscaping, c'est avec aussi des scientifiques qui s'occupent de la phytorémédiation. Exactement, oui. Et ça, je pense que c'est des thèmes importants comme c'est super important. Comme le recyclage des matériaux. Il y a des entreprises en France et des associations qui sont en train de s'y intéresser largement et ça marche en fait. Bien sûr. Donc le tout c'est de faire entendre ça, un maître d'ouvrage, parce que en fait, quand même à la fin on se retrouve toujours face à des gens quand ils ne connaissent pas, ils ne font pas. Complètement. Et ça, nous, on est vraiment dans cette optique-là au CAUE, c'est d'aller voir. Moi, je pense qu'il n'y a que ça qui marche, c'est d'organiser aller voir ce qui marche, aller voir ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on ouvre les possibles des projets, évidemment. Et on a besoin d'exemples, parce que sinon on n'a pas assez de capacité de persuasion. Là, c'est vraiment un jardin. Hein. Il y a d'autres exemples où c'est plus une dynamique de friche qui est invitée. Je pense à d'autres exemples. Là, on est sur un aménagement extrêmement urbain. C'est le boulevard du Littoral à la Joliette. Donc là, c'est vraiment hyper dense. On a le port transport passager. Là, il y avait l'autoroute qui passait, etc. Cette photo, je la trouvais intéressante parce qu'il y a une tentative de planter avec la strate arborée, Quercus silex, des chênes verts, les pins parasols au fond, une strate arbustive qui va se développer avec des végétaux de la garrigue, pistachiers, lentisques, etc. Et en dessous, une strate herbacée avec, avec des euphorbes, des astrodèles, etc. Et ça, en fait, ça vit plutôt bien. Il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de béton drainant. Les caca de chien, en fait, motiver le chien pour faire caca la grille. S'il y arrive, c'est pas grave. Et donc on est sur des petites poches, en fait, sur des tout petits îlots. Hein. C'est vraiment hyper contraint. On n'est pas du tout sur les fosses continues. Donc en fait, la question se pose. Ici, il n'y a personne qui passe, puisque là, on a une entrée de tunnel. Donc ça aurait valu le coup de faire une fosse continue, je pense, à cet endroit-là, pour mettre en communication toute cette rangée-là. Mais voilà, on est un peu dans cette illustration du schéma que montrait Edouard. Ça, c'est sur la diversité. Non, mais ça, c'est plutôt. C'est simplement parce que c'était joli. C'est le jardin botanique d'Athènes. Donc, qui est un parc public. On voit rien en fait, mais parce que c'est en plein été, c'est extrêmement sombre, c'est extrêmement frais, c'est un lieu de vie.
Il y a on n'est pas du tout dans une logique d'écosystème, de reconstitution d'un écosystème, de garrigue, etc. On est dans un jardin botanique avec une vraie diversité des espèces exotiques. Si on invite un écologue, il va nous dire que tout est envahissant et tout ça, mais c'est un espace de nature avec la terre fertile, un espace de fraîcheur en centre-ville et un espace d'agrément. Là, on est sur un parking dans le Var, j'ai oublié où c'était. Eric me faisait remarquer qu'il y avait un énorme gâchis d'olives ici. Mais simplement. Voilà. C'est la nouvelle presse, pression à froid en fait. Michelin. Et. Non, on est sur un parking qui. Je me demande parce qu'en fait, c'est des petites références ordinaires d'un parking drainant en enrobé. En mélange terre plutôt. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Et là, on est, ça fait écho en termes un peu plus opérationnels au permis de végétaliser. La mairie de Marseille, ils ont appelé ça le visa vert, il me semble. Bon, on connaît l'attitude latine face au visa et au permis. Donc ça, c'est la rue de l'Arc. Vous vous doutez bien qu'elle n'a pas été végétalisée. Ils ont commencé avant le visa vert. Mais c'est à Noailles. Et en fait, on retrouve un mélange. Donc il y a du yucca, il y a du laurier rose, il y a du lilas, il y a un figuier, il y a du pittosporum. Le tout dans des pots. Le tissu urbain est extrêmement dense, donc en fait... C'est ça qui fait. Oui, c'est ça. Donc on a un microclimat un peu plus ombragé que dans des espaces un peu plus larges. Et en fait, malgré que ce soit dans des pots, avec des... Oui. Ils ont réussi à avoir quand il y a eu une réflexion en fin de compte de l'enrobé, l'association qui gérait en fin de compte le collectif d'habitants a longuement, très longuement négocié la création de fosses en pleine terre. Ouais. Qui, au bout de 9 mois, leur a été accordée. Donc il y a quelques plantations en pleine terre. Voilà, ce qui est, pour les services techniques de la ville de Marseille, une véritable dérogation. C'est ça, c'est la règle et jouer avec. Mais par contre, on voit la capacité, en fait, aujourd'hui, permis de végétaliser, visa vert, c'est pas une finalité en soi, il faut considérer ça comme la prospective, comme une prévisualisation d'un aménagement possible futur. Si ça marche, on poursuit dans la même voie, on demande à la mairie, on expose l'enrobé et on plante dans la terre. Et si ça ne marche pas, on enlève en fait. C'est aussi cette intelligence-là d'avoir des aménagements peu onéreux, rapides à mettre en place et réversibles, qui peuvent tester en fait, tester les opportunités de projet dans plein de territoires. Et ça, c'est l'autre côté. Donc, c'est végétalisation des façades. On est à Assignan dans l'Hérault, atelier site. C'est beaucoup plus sec. Je crois que ça vient d'être livré. Par contre, on sent que là, dès l'aménagement, il a été pensé un recul de quelques dizaines de centimètres entre la surface minérale, qui avant allait jusqu'ici. Peut-être qu'il y avait un caniveau, peut-être que le caniveau était au milieu, je ne sais pas de photos d'avant. Et du coup, on a un espace de pleine terre qui est une toute petite fosse, de quelques dizaines de centimètres de largeur, 40 peut-être, mais avec la pleine terre, et du coup, des glycines, des vignes vierges qui peuvent s'installer. Donc là, par la maîtrise d'œuvre classique et le dessin de l'espace public, on arrive à créer l'opportunité de sol pour un futur qu'on espère un peu plus planté qu'aujourd'hui, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Et je crois qu'on va échanger... Ah oui, non, ça c'est un autre plan. Ça c'est un plan... ça c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est le paysagiste catalan Martí Franch qui a fait ça dans sa ville à Gérone. Et en fait, il a dessiné, en fait, concrètement, la mairie ne voulait pas lui donner d'appel d'offres. Je vais finir là-dessus, je pense que je suis un peu long. Il ne voulait pas lui donner d'appel d'offres, pardon, de maîtrise d'œuvre. Du coup, il a dit, comme il est de Gérone, il a proposé à Madame le maire de bosser gratuitement sur un plan de gestion éco-paysagère. Parce qu'en fait, il avait eu une bourse universitaire, donc il pouvait se permettre de donner un jour par semaine pendant 2 ans, enfin bref. Un arrangement comme ça. Mais on voit à quelle extrémité il faut y arriver pour faire avancer les choses quand même. Je trouve que c'est révélateur. Et en fait, ce sont des boucles piétonnes et vélos qui rayonnent à partir du centre-ville.
Et donc l'enjeu ici, c'était de transformer, donc il y a des friches agricoles, il y a des forêts, il y a des endroits qui sont encore cultivés, donc c'est des aménagements entre les champs, etc. Et c'est mis en place petit à petit. Il n'y a que quelques maillons de ce plan global qui ont été mis. Et en fait, il y a 0 aménagement. C'est que de la gestion. Donc en fait, on parlait tout à l'heure des coûts de gestion. Ici, on est sur un paysage, donc une prairie enfrichée, qui ressemble aujourd'hui à un jardin, mais qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement. C'est simplement un dessin avec des rayons fauchés tous les 2 mois. Et puis entre les rayons, on fauche 1 fois par an. Et puis le reste, c'est de la mise en défense du bois existant par les services verts, services d'espace vert de la ville. Donc ça, voilà, c'est le projet par la gestion, quoi. Le projet de paysage, il a cette latitude-là, c'est qu'on peut faire changer d'apparence, changer les dynamiques d'un lieu, sans forcément arriver avec un aménagement, etc. C'est aussi changer les modes de gestion, et donc ça pose la question de la gestion différenciée, en fait, etc. Mais par cette entrée-là très esthétisante, c'est ça que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez, je vais rester sur ça, est-ce que vous avez des retours, ça fait résonance à la présentation d'avant, des exemples à faire remonter? Moi je note les endroits à visiter. Ouais. Moi je pense que dans tout ce que vous avez présenté, qui est très intéressant, il y a un des outils que vous avez peut-être omis de donner, dont vous vous servez tout le temps, c'est l'Atlas des paysages. L'Atlas, on a cette chance-là dans notre région, ce qui est, dès que vous travaillez hors de la région PACA, vous n'avez pas du tout les mêmes choses. Et il y a des atlas de paysages qui ont été refaits récemment, qui sont vraiment des sources incroyables et des aides. Et que, en fait, les maîtres d'ouvrage, très souvent, même les techniciens, ne connaissent pas. Donc, dans le Vaucluse, il a été fait notamment récemment, c'est une splendeur. Ça vaut le coup de le regarder, même comme livre d'image. Enfin, c'est extraordinaire. Donc ça, je pense que c'est dans votre pratique et votre communication avec les communes, c'est déjà leur dire, vous avez ça, regardez, c'est déjà, c'est quand même la Bible de départ, quoi. Si c'est bien. Oui, il y a un vrai travail de publication en fait, de ces outils-là qui sont parfois perdus au fond des sites des services de l'État et même, je pense que même nous professionnels, des fois, on n'arrive pas à les trouver dans certaines régions. C'est plus ou moins bien référencé, je pense que c'est ça que... Et il y a un travail de communication et de capitalisation de ça. Moi je vois le plan de paysage comme une continuité opérationnelle de ces atlas-là. Et les atlas, évidemment, sont super importants parce qu'ils permettent de sortir des schémas soit d'urbanisme, soit de cohérence écologique. C'est une entrée extrêmement ouverte par les paysages, les unités de paysage, qu'est-ce qui fait paysage, quelles sont les dynamiques écologiques, quels sont les sols, quels sont les savoirs vernaculaires, etc. Et quels sont les paysages ça donne. Donc, évidemment, j'en ai pas parlé et c'est vrai que c'est un super outil. Parmi de référence, projet à visiter. Un sur les Bouches-du-Rhône, que je trouve très intéressant sur les questions de désimperméabilisation, c'est la requalification du boulevard Aubanet à Miramas. 600 mètres linéaires, 2 fois 2 voies qui a été requalifiée en simplement 2 fois 1 voie. Et donc la commune a récupéré sur 600 mètres, 30 mètres de large, en fin de compte, l'ensemble d'une ancienne voirie. Il a désimperméabilisé, transformé en espace vert et en espace de circulation douce. Donc, en conservant aussi, je dirais, une cohorte d'arbres qui n'étaient pas les plus faciles dans le milieu de voirie, qui étaient notamment des pins parasols qui avaient tendance à soulever leur chaussée qu'elle a gardé. Et je pense que c'est un aménagement qui sera intéressant à suivre dans le temps pour voir en fin de compte comment la question du végétal s'installe. Et c'était assez ambitieux en termes de désimperméabilisation. C'est vrai que c'est une commune qui travaille beaucoup sur ces questions de perméabilité. Il faut dire qu'ils sont quand même la nappe de l'accro qui est à 30 cm, donc dès qu'ils font un trou, il y a de l'eau précieuse pas loin. Donc y compris sur la question aussi de la pollution pluviale, je pense que c'est un projet un peu à suivre dans le temps en termes de référence. Complètement. Là, pareil, j'ai pas réussi à... J'ai l'organisme aménageur, mais j'ai pas le nom du maître d'œuvre, etc. Sur le boulevard Aubanet. J'y étais jeudi, en fait. Et c'est vrai que c'est super intéressant, c'est qu'en fait,
c'est les places de parking. Les places de parking sont en stabilisé, donc perméables. Et en fait, on voit que les voitures, quand elles se garent, c'est à touche-touche, quoi. On a un pneu qui est à un bout de la place, l'autre pneu qui est à un bout. Donc en fait, quand on sort de la voiture, on n'a même pas le pied. On pourrait se dire que ça va salir dans les précieuses baskets et dans le soulier, mais en fait, ça marche super bien, quoi. Et c'est dans le gabarit, moi j'ai trouvé des stationnements perméables, c'est vrai que c'est super important. Et donc voilà, je sais pas qui l'a fait. Moi j'ai travaillé sur Miramas aussi, il me semble que c'est Sidéa, c'est sur Marseille. Et moi, je me permets d'insister sur quelque chose qui est l'interface entre le public et le privé, qui est la question des limites et des clôtures, qui est vraiment une question très importante dans le Sud-Est, où malheureusement sur nos départements du Sud, très souvent il y a une espèce de laisser-aller sur cette question-là, à la fois du côté du public, où la question est parfois très maltraitée au niveau des PLU. Donc, alors que souvent dans le Nord, il y a une vraie question sur des prescriptions, des exemples, sur comment on peut à la fois se protéger et en même temps laisser cette perméabilité. Et finalement, quand on voit les linéaires que ça représente dans la ville et l'impact que ça peut avoir sur l'espace public, à la fois d'avoir la vue vers l'espace privé, vers les jardins, et à la fois d'avoir des limites qui sont elles-mêmes végétalisées, on peut vraiment changer complètement l'aspect, et notamment ces questions de confort d'été également. Et je dirais que là, on peut dire qu'on est très très mauvais sur ces questions-là, et qu'il y a un vrai travail à faire aussi pour accompagner les habitants vers ça. Parce que très souvent dans la culture, on le voit bien, il y aura plutôt tendance à rajouter 10 rangées de parpaings pour se protéger. Et finalement, il y a non seulement la clôture elle-même, mais vraiment la vue vers les jardins. C'est très dommage parce qu'il y a des très beaux jardins. Et donc finalement, le public ne profite pas. Au lieu qu'il y ait cette espèce de gagnant-gagnant où tout le monde aurait plus de verre, on coupe et on fait une véritable étanchéité entre le public et le privé. On va peut-être face à la présidente qui m'a un peu débordé, je suis désolé.